Bonjour, alors aujourd'hui je vais aussi vous faire passer une idée de placement pour lutter contre un éventuel retour de l'inflation, ce qui est de plus en plus probable, et ce qu'on voit d'ailleurs que les marchés commencent à jouer. Mais je ne vais pas tomber dans le bullshit habituel qu'on voit sur YouTube, parce qu'en fait le souci c'est que pour obtenir de la notoriété sur YouTube, on doit dire des choses qui sont compréhensibles, parce que si personne ne les comprend, on n'a pas de notoriété et donc le business s'effondre. Alors moi, la notoriété, c'est pas mon critère numéro un. Et, et le deuxième critère après la notoriété, c'est d'expliquer aux gens qui regardent YouTube des choses simples. Parce que si c'est pas simple, c'est que c'est compliqué et complexe et ils vont pas acheter. Alors du coup, il vaut mieux sortir des grosses conneries qui puissent comprendre et qui rendent populaires et qui permettent de vendre. C'est un peu ça YouTube aujourd'hui dans la finance. Et vous comprenez bien la contradiction, c'est que de laisser croire aux gens que la simplicité est gage d'efficacité et que toute la prise de tête des professionnels, c'est vraiment qu'ils sont complètement cons, ils auraient compris, et que le youtubeur voilà, en place qui est en train de vous raconter des trucs, bah lui il est malin, il va vous expliquer des secrets complètement simples dont vous pouvez vous emparer et que c'est pas la peine de se prendre la tête. Évidemment, bah, c'est sympa au Disneyland, hein, vous pouvez prendre le RER A à Paris, puis aller visiter Disneyland, mais la finance c'est compliqué et les solutions ça reste compliqué. Donc lutter contre l'inflation c'est ultra compliqué, c'est très très complexe parce que l'immobilier se pète la gueule. L'or, contrairement à ce qu'on croit, ne lutte pas contre l'inflation, ça c'est une fiction qu'on raconte. L'or fait la compétition avec les taux d'intérêt, ce qui est un peu en avoir, puisqu'en fait la compétition a lieu en fonction du niveau de l'inflation par rapport au taux d'intérêt et non pas par rapport à l'inflation elle-même toute seule. Donc l'or a pris des branlées, en 74 a pris 50% sa gueule, en 80 elle a pris je sais pas combien, moins 80% entre l'an 2000, entre 1980 et l'an 2000. Et sur les placements en bourse, beaucoup de placements ont perdu dans les années 70 et dans tous les épisodes d'inflation qu'on peut traquer sur les 200 dernières années. On a les cours d'inflation, on a les cours du Dow Jones depuis 200 ans, on a les cours des obligations. Quant à l'immobilier, il a pris des claques monstrueuses en valeur réelle face à l'inflation. Et puis surtout, il y a des mesures régulières dans l'histoire qui fait que les loyers ne peuvent pas toujours suivre le niveau d'inflation. Bref, c'est très compliqué en tant qu'épargnant de ne pas se faire plomber la tête par l'inflation. On a aussi les cas de figure de l'Allemagne. On a le cas de l'hyperinflation, donc je ne vais pas parler dans cette vidéo de l'hyperinflation, qui est encore un autre délire. On a des cas documentés au cours du XXe siècle d'hyperinflation, ou même au XXIe siècle avec le Venezuela et d'autres pays, l'Argentine et compagnie. Donc ça, c'est encore un autre délire et c'est encore plus compliqué. L'inflation, c'est vraiment une saloperie économique. Ça déglingue tous les mécanismes financiers et économiques d'ailleurs. Donc aujourd'hui, en fait, généralement, en fait, si vous tapez sur Internet quelles sont la liste des placements qui vont m'aider à pas me faire plomber la gueule avec l'inflation, alors on obtient toujours les mêmes conneries. Ça va alors il y a des obligations, les TIPS, hein, qui protègent, qui sont indexées sur l'inflation. Ça vous donne un petit surplus de rendement de 0,20 à 0,50% par an. Alors vous êtes protégé de l'inflation, c'est vrai, mais c'est pas super et voilà, c'est pas avec ça qu'on s'enrichit. Disons, vous mettez la balle au centre et vous perdez pas de pouvoir d'achat. Il y a un certain nombre, alors les matières premières. Les matières premières sont les marchés paraboliques, elles sont ingérables. J'ai prévu de faire des vidéos d'ailleurs avec David Renan et puis Mickaël dans le mois qui vient, des interviews sur comment gérer les marchés paraboliques. Donc c'est du Bangkok bis, sauf que investir son patrimoine dans un bordel comme le Bitcoin, c'est sympa pour 5%, 10% de ses avoirs. Mais là, on est en train de parler de protéger son patrimoine en entier, donc on ne met pas l'intégralité de son patrimoine sur le Bitcoin, alors que le bordel, ça monte, ça descend de 50% en un claquement de doigts. Donc les matières premières, c'est un peu le même délire. Et puis surtout, vous avez le système d'échéance avec le Contango ou la backwardation. En fait, c'est l'écart entre les différentes échéances tous les 3 mois qui fait que cet écart peut être positif ou négatif et que ça peut donner lieu à des conséquences majeures en termes de rendement, si on peut avoir des écarts entre les échéances assez importants. Donc, porter des positions à long terme sur la matière première est compliqué, si ce n'est pas très compliqué, beaucoup plus compliqué que les actions encore. Donc, le trade que je vais vous présenter aujourd'hui, ça reste un trade complexe, puisqu'il faut un peu maîtriser les obligations, mais c'est quand même un peu plus accessible. Alors, comment ça marche? En fait, il y a des obligations sur différentes échéances.
Alors on appelle ça les obligations à maturité constante pour avoir les prix et les cotations. Et donc, je vais vous mettre par exemple là sur le 5 ans, on est sur le site de la Fed, on peut le mettre sur le maximum. Donc ça, c'est la valeur du taux d'intérêt à 5 ans depuis 1960 aux États-Unis. Je n'ai pas déflaté de l'inflation, c'est la valeur nominale des taux d'intérêt. D'ailleurs, on voit que sur 60 ans, en fait, nous sommes vraiment au plus bas, à 0,28. C'est quasiment jamais arrivé, c'est jamais arrivé sur 60 ans. Vous avez bien sûr le 30 ans américain qui est très important, qui est la référence absolue sur la Terre. Donc là, on voit toute la longue décrue. C'est pour ça que je considère que tous les modèles débiles qu'on nous présente aujourd'hui sont faux, puisque vous voyez qu'un marché linéaire de désinflation qui est là en place depuis 40 ans, 45 ans, et que donc la probabilité que la désinflation se poursuive justement est en train de prendre fin, et donc tous les modèles de gestion de patrimoine et d'investissement qu'on nous propose aujourd'hui vont être tout ce qui est portefeuille permanent et toutes les conneries des youtubeurs. Ça va mal se passer a priori parce qu'on est au bord d'un crack obligataire. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le risque inflationniste est devenu plus important que le risque de désinflation pour la première fois depuis 45 ans. La Fed a fait des déclarations, de multiples déclarations petit à petit cette année pour préparer un petit peu l'opinion publique. Et il y a 2 semaines, elle a annoncé que donc elle renonçait à imposer son objectif d'inflation de 2% par an, qui est en place depuis 20 ans et qui est à peu près stable en moyenne sur le CPI américain, on a 2%. Et donc ça, elle a dit qu'elle ne se battrait plus pour maintenir un taux d'inflation à 2%. Donc sous-entendu, on va réinflater un petit peu l'économie américaine, ce qui est complètement nouveau depuis 45 ans. Donc on est un peu à un tournant et donc on peut se dire qu'à horizon 10 ans, il y a un risque d'inflation majeur, d'une relance inflationniste. Et en revanche, à court terme, on est dans le bordel du Covid avec des taux d'intérêt réels négatifs et des taux au plancher. Et donc, comment se sortir de cette situation? Ce qui va se passer, c'est qu'on peut penser que les taux à 5 ans vont rester bas et qu'il ne va pas y avoir d'inflation à court terme. Mais on peut penser qu'à horizon de 30 ans, les taux vont augmenter parce qu'il y aura plus d'inflation. Et il y a un rapport direct entre l'inflation, la croissance et le niveau des taux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats de la croissance, de la vélocité de la monnaie. Oui, actuellement, la vélocité de la monnaie est complètement naze. Et oui, effectivement, avec une vélocité de la monnaie naze, on ne va pas créer beaucoup de croissance. Néanmoins, aujourd'hui, on a une inflation assez faible et réinflater l'économie est possible. Alors, si on passe de 2 à 3%, ça n'a rien, mais 1% d'inflation en plus par rapport au niveau obligataire actuel, ça va déjà faire pas mal de changements. Donc, l'un des meilleurs trades pour jouer ce retour d'inflation, se protéger puis carrément gagner, ça consiste tout simplement à jouer le 30 ans contre le 5 ans et donc de monter un spread de taux, ce qu'on appelle. Donc ici sur le graphique, je vous ai préparé l'écart. Le spread, c'est un écart entre le 5 ans et le 30 ans à maturité constante. Donc je vais le mettre sur l'affiché sur 30 ans, ce spread. Sur 30 ans, excusez-moi, sur 50 ans, 60 ans, 77, donc quasiment 70 ans. Donc on voit qu'actuellement, l'écart entre le 5 ans et puis le 30 ans est au minimum. On est à 0,19. Et donc on pourrait penser que cet écart va plutôt remonter pour rejoindre la moyenne, qui pourrait être comme ça, qui pourrait être vers 0,6, alors que là on est à 0,18. Mais si on a un retour d'inflation à horizon 10 ans et puis qu'à court terme en fait on a plutôt une stabilisation de la croissance et puis des politiques monétaires qui bloquent les taux sur les points bas, alors ce qu'on risque d'assister c'est une hausse des taux d'intérêt à 30 ans, c'est-à-dire que si on le met à 1 an par exemple, on voit par exemple que le point bas, les premières annonces de la Fed ont été faites en avril et on voit qu'en 23 avril on touche 1,17 sur le 30 ans et qu'aujourd'hui on est à 1,43, donc on a repris quand même plus de 0,20, 0,25 points de base sur le 30 ans depuis 6 mois. Si on regarde le 5 ans en revanche, on le voit qu'à partir d'avril en fait on va les 0,34 et puis aujourd'hui en fait on vaut 0,27. Donc on voit qu'en fait la pression sur les taux à 5 ans s'est accentuée puisque tout simplement on a baissé en rendement, on est passé de 0,35 à 0,27 alors que le rendement est monté sur le 30 ans. Et ça, pour moi, c'est ça veut tout dire. Donc cet écart entre le 5 ans et le 30 ans, qui était donc au plus bas en août 2018, et qui n'a pas arrêté d'augmenter,
Je pense que les investisseurs obligataires voient loin, ils sont considérés comme les investisseurs les plus intelligents. Et je ne pense pas qu'on va avoir un retour à la moyenne. Je pense qu'au contraire, ce trade-là, on va faire un énorme trou. On va peut-être même passer avec des écarts encore supérieurs. Et que donc la personne, l'investisseur, enfin, disons l'épargnant qui a peur pour son futur, qui a peur de l'inflation, qui ne sait pas où placer son argent, je pense que l'un des trades les plus sympas pour les quelques mois à venir, ça consiste tout simplement à jouer une augmentation, donc à acheter le 30 ans, enfin le rendement du 30 ans, donc à shorter le contrat du 30 ans, et puis à vendre le rendement du 5 ans, et donc à se mettre long sur le contrat du 5 ans pour jouer le spread qui s'écarterait, c'est-à-dire qu'on verrait une hausse, c'est-à-dire que plus le temps va passer, plus les gens vont être persuadés qu'on va avoir un retour d'inflation, quoi qu'il arrive. Alors on peut le regarder entre 5 et 10 ans, mais 5 et 30 ans c'est mieux, mais je peux vous l'afficher, je vais vous montrer comment, c'est sur le site de la Fed, ces data, je vais vous montrer en direct comment on fait pour avoir ces graphiques. Voilà, donc vous ouvrez, vous tapez Fred Saint-Louis Fed.org, voilà, et vous tapez DGS10 pour le 10 ans. Donc imaginons qu'on veuille, on s'interroge, on se dit bon bah je vais jouer par exemple, je me dis qu'à court terme ils vont faire chier la couille pour les taux, par exemple à 2 ans, mais je pense qu'à 10 ans, en 2030, il y aura un retour d'inflation. Alors comment vous faites? Donc vous rajoutez, vous faites Add, vous ouvrez là, vous avez un petit bouton qui s'appelle Edit Graph. Donc vous allez ici Add, donc vous mettez DGS2 pour le 2 ans à maturité constante, vous faites Add. Et ensuite, le 10 ans c'est le A, donc vous faites par exemple A divisé par B pour obtenir le rapport entre le 10 ans et le 2 ans. Donc généralement on met l'échéance courte en première, voilà, donc là j'obtiens un graphique inversé par rapport aux autres spreads, donc je vais rectifier. Donc dans ce cas-là vous changez, vous mettez D divisé par A à l'inverse. Et donc on va obtenir le spread du 2 ans à 10 ans. Et donc comme on voit, on retrouve l'accélération. Clairement, ça a démarré en février 2020. Donc on voit bien qu'il y a un changement cette année dans la perception du futur obligataire. On voit bien qu'il va se passer des choses. On peut dire que c'est le Covid, mais d'une manière ou d'une autre, c'est là, les marchés obligataires. C'est-à-dire, je veux dire, il y a le Covid, puis après, il y a les 6 mois qui suivent. Les marchés obligataires n'ont pas changé. Donc si on le met sur un an, on voit bien que le spread continuait à s'écarter en fait. Donc ça veut dire que le 10 ans monte et puis que le 2 ans, lui, il est en train de baisser. Donc si on le met, alors vous pouvez afficher tout simplement juste le 2 ans. Si vous voulez voir juste le 2 ans, vous pouvez ouvrir notre fenêtre ou carrément supprimer. Voilà le 10 ans. Et on va voir le 2 ans. Donc on voit bien que le 2 ans sur un an, on peut le mettre même sur quelques mois en fait. On peut le mettre depuis le début de l'année, voilà 0,2. Excusez-moi, hop. Donc on voit bien que depuis le Covid, le rendement sur le 2 ans n'a pas augmenté, mais au contraire qu'il a continué à baisser, puisqu'on vaut 0,13. Je rappelle qu'au moment du Covid, on valait 0,30, c'est-à-dire qu'on a perdu la moitié du rendement sur l'échéance 2 ans. Donc c'est cet écart pour un épargnant qui est intéressant à jouer, cette tendance à court terme. Alors ils ont 2 ans, 3 ans, voilà. Il n'y a pas de visibilité, donc on sait que la Fed va être là et va cartonner les échéances courtes, du 2 ans, du 3 ans. Et on sait par ailleurs qu'ils sont en train de nous dire que l'inflation va revenir sur le long terme, qu'il va falloir réinflater l'économie à cause des dettes. Donc pour moi, c'est une situation idéale pour monter et bâtir une position patrimoniale. Le danger, ça serait qu'en fait, on se dise finalement, il n'y aura pas d'inflation à horizon 10 ans. On va être capable de maintenir comme ça une inflation faible avec des taux à zéro pendant 10 ans. Et à court terme, les taux ne vont pas bouger. On va complètement aplatir la courbe des taux et elle ne va pas bouger. Voilà, c'est une morte vivante. C'est possible, mais dans ce cas-là, on ne perd pas d'argent puisque l'écart en fait entre le 10 ans, le 30 ans et puis les échéances courtes de 2, 3 et 5 ans, cet écart il ne va pas bouger. Donc en fait, on ne gagne pas, on ne perd pas. Mais ça voudrait dire aussi que ça sera une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inflation et qu'en même temps, de côté, on ne perd pas non plus en tant qu'épargnant, avec une inflation qui reste faible. En revanche, s'il y a une inflation qui se déclenche à long terme, et là, l'épargnant, l'investisseur est protégé contre une inflation parce que là, il va gagner beaucoup d'argent parce que bien sûr, ces trades-là, on peut mettre du levier. On est en train de jouer sur quelques écarts, mais il faut bien voir une chose, c'est quand on passe sur le 2 ans de 0,30 à 0,13, ça fait une baisse de 50% du rendement. Donc sur les taux, c'est pas 0,13% à l'année, c'est 0,13 fois le levier du contrat et ça peut aller très fort. Mais donc c'est un trade qui peut permettre de s'enrichir. Surtout, c'est un trade qui est extrêmement long terme et qui ne va pas changer. C'est-à-dire que
La Fed n'a jamais dit depuis 10 ans je vais relancer l'inflation. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit je mets l'inflation à 2% et grosso modo fermez vos gueules tous, quoi. Et c'est ce qu'elle a fait. Là, elle est en train de dire maintenant je ne veux plus contrôler le niveau de l'inflation à 2%. Et ça demain, ne va pas rechanger. C'est-à-dire qu'on a une visibilité assez longue, sur 5 ans peut-être. Donc c'est vraiment de l'investissement. C'est une position qui peut être tenue. C'est une position qui est compréhensible à mon avis. Quelles sont les réponses des pays au niveau monétaire par rapport à l'hyperendettement, par rapport au Covid, par rapport à la croissance, par rapport à tout le bordel que vous connaissez tous. Donc c'est une réponse qu'on peut lire à travers les réunions de la Fed chaque mois. Et est-ce que le danger, ça serait qu'il y ait un crash obligataire sur les échéances courtes, et puis qu'en même temps, ça ne soit pas suivi sur les échéances longues. Donc c'est possible de perdre. On l'a vu avec LTCM, le hedge fund de 1998 qui jouait sur les spreads, qui s'est mangé la gueule sur la Russie avec ce genre de spread que on ne pouvait pas perdre. Ils avaient un effet levé de 100 ou de 200, puis ils l'ont pris dans la gueule, ils ont ruiné l'économie mondiale et ils ont tout perdu. C'est des prix Nobel de l'économie, des matheux dans tous les sens, ils se sont quand même fait allumer. Donc il y a toujours un risque sur les spreads, un risque de signe noir, c'est le propre même des marchés financiers d'avoir un risque, voilà. Mais c'est vraiment un risque faible, c'est une probabilité probablement de 99% de chance, à mon avis, de gagner, de protéger son patrimoine. En tout cas, c'est une probabilité qui est très largement supérieure à acheter de l'or pour se protéger d'un retour de l'inflation ou d'éventuels problèmes. C'est une probabilité qui est très largement supérieure au fait de jouer sur la matière première, de jouer sur les actions inflationnistes. Voilà, donc à mon sens, dans un patrimoine, il y a différentes stratégies, mais cette stratégie de se mettre long comme ça sur l'échéance 30 ans ou 10 ans et short sur l'échéance courte, sur le rendement, hein, je suis en train de dire, pas sur le contrat, ça a tout son sens actuellement, et ça pourrait payer gros parce que, encore une fois, je vous remonte le spread. Mais ce spread, on est passé de 1% à 0,20, donc c'est 500% de gain. Il faut comprendre, le spread là, avec du levier, ça donne 500% de gain en l'espace d'un an et demi. Comme vous pouvez voir, la régularité, il n'y a absolument aucune interrogation sur ce spread depuis un an et demi. Ça s'accélère si on regarde en 2020, voilà, avec le Covid. Et puis après, ça continue à vivre son chemin. C'est des trades très réguliers. Et puis, effectivement, quand il y a une interrogation, comme je vous disais, qu'est-ce qui se passe? Ça va stabiliser pendant 1, 2, 3, 6 mois. Il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de gain. Donc c'est des positions long terme. Moi, je trouve ça vraiment opportuniste de s'intéresser à ces spreads de taux. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la solution parfaite. De toute façon, on le sait tous, la solution parfaite, c'est juste un assemblage de différentes solutions, voilà, de différentes allocations sur différentes stratégies. Et puis la résilience, elle s'obtient sur des stratégies contraires, contradictoires, qui fait qu'on va s'en sortir à peu près vivant. Nous sommes un peu à un carrefour en ce moment, c'est un peu comment dire, le casse-tête énorme de savoir quoi faire de son argent aujourd'hui. Donc moi, ça m'obsède depuis 8 mois. Donc je suis toujours en train de travailler sur des solutions. J'ai trouvé une solution partielle en dehors des spreads de taux. Je vais vous mettre le lien. Pour l'instant, en fait, je n'ai pas finalisé, mais je suis en train de travailler sur un programme pour moi. Ça ne sera pas de la formation, ça sera en fait, j'expliquerai ce que je ferai, mais je garderai pour moi la stratégie sous-jacente. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours laisser votre email. Je ne sais absolument pas quand est-ce que ça sera prêt. J'ai toujours un problème avec les marchés paraboliques que j'ai toujours pas résolu. Mais sinon, je vous expose la solution dehors des spreads de taux que je vais suivre, qui est ici, sur cette page, que vous pouvez accéder en libre accès avec le lien. Juste même pas besoin de donner votre email, vous pourrez lire. C'est mon obsession depuis 8 mois sur lequel je travaille tous les jours. C'est pas fini, mais je pense qu'entre les spreads de taux, plus cette solution, plus les marchés paraboliques, plus d'autres approches, il y a un moment en fait où il est possible de se sortir du piège de l'inflation. C'est quand même une question sérieuse encore une fois parce que la plupart des épargnants se font littéralement ruiner dans l'histoire, vous le savez comme moi, parce qu'ils aiment bien chialer partout là-dessus, mais enfin en même temps c'est vraiment vrai, des générations entières d'épargnants se sont fait ruiner avec ces histoires d'hyper-endettement et de dette et d'inflation qui reviennent dans l'histoire en permanence. Donc ce que je suis en train de vous dire, ça n'a absolument rien à voir avec la crise du siècle et avec le fait que je crois vraiment toujours au reset européen pour 2022. Je sais bien que ça fait rire tout le monde. En même temps, là, j'ai revendu pour 5000 $ sur l'euro-dollar. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'aujourd'hui, on baisse et je suis arrivé sur mon. Alors que j'avais commencé à attaquer un 14 et j'en ai vendu jusqu'à un 18,40. Et donc aujourd'hui, on est passé sous mon prix de revient, donc 5000 $. Donc on va voir.
ce que ça va donner, mais ça, c'est le problème européen politique de la monnaie et du reset, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de parler. Pour moi, l'Europe, encore une fois, c'est 15% de l'économie mondiale. Il y a des problèmes intra-zone, ok, ces problèmes vont être résolus dans la douleur, dans les 2 ans. Et j'ai exprimé ça dans la crise du siècle. Ce dont je suis en train de vous parler, ça n'a rien à voir, c'est pour après la crise du siècle, c'est sur la prochaine décennie. C'est un problème structurel mondial, un problème d'hyper-endettement et un problème surtout de réinflation, de réinflater l'économie. Et donc là, c'est autrement plus dangereux. Certes, l'Europe et le français qui est inséré dans l'Europe, en cas de reset, peut perdre 20 à 30% du jour au lendemain. On ne sait pas bien ce qui va se passer encore aujourd'hui. Dans 1 ou 2 ans, ça va péter. On ne sait pas bien ce qui se trame encore. Ça va. Mais le problème dont je suis en train de parler, c'est un problème qui ruine une génération entière, c'est autrement plus costaud. Et donc, en fait, l'Europe, je m'en branle, moi, puisqu'étant en zone dollar. Pourquoi je travaille depuis 8 mois sur ce programme? Tout simplement parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'endroit au monde où se planquer, c'est bien le souci, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde. Alors, on nous vend la saucisse en ce moment par rapport à ce problème à horizon long terme. En fait, c'est une question de temporalité, il ne faut pas mélanger les deux, il ne faut pas mélanger le problème européen qui est du moyen terme avec ce problème long terme mondial. On nous vend la saucisse que voilà, le centre de pouvoir mondial va se déplacer des États-Unis vers la Chine et que donc il faut foutre son argent en Chine. Alors, je veux bien, mais si on étudie l'histoire, on voit qu'avant, en fait, le pouvoir central était en Angleterre, après il a basculé vaguement en France, et puis après il est parti en Angleterre à nouveau, et puis après ça s'est fini aux États-Unis avec la Seconde Guerre mondiale. Voilà, depuis quasiment un siècle, c'est américain et basta quoi. Et si on regarde l'Angleterre, la France, les États-Unis, ce qu'on voit, c'est que ça n'a rien à voir avec le Japon ou la Chine, à savoir qu'on a des mouvements de capitaux libres, on a des marchés obligataires libres, il était possible d'émettre des dettes. Donc, je vous rappelle quand même, aujourd'hui, les Chinois se battent, les Chinois privés se battent pour essayer de sortir le fric de Chine via le BTC, le Bitcoin, simplement parce que c'est impossible de sortir du fric de la Chine. On voit qu'il est absolument et formellement interdit d'émettre des dettes en euros, en yens ou en wang chinois à l'international. Donc, c'est joli les théories, mais enfin, pour l'instant, la Chine est extrêmement loin de susciter la confiance de la part des investisseurs internationaux. Elle est extrêmement loin d'avoir bâti une infrastructure pour accueillir les capitaux mondiaux et devenir la devise de réserve mondiale. Peut-être qu'en 10 ans, elle va faire ça, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle ne va pas le faire. Donc, avant de parier sur des trucs comme ça complètement incertains, là, il y a un problème qui est sûr, c'est qu'on a une réinflation dans les tuyaux et on a un problème européen. Ça, c'est des choses qui sont à peu près sûres. Le transfert du pouvoir mondial des États-Unis vers la Chine, dans l'état actuel des choses, ça paraît hautement incertain. Et en tout cas, ça n'aura jamais lieu dans le cadre juridique et financier actuel de la Chine. Donc, tant qu'on n'a pas une ouverture des marchés de capitaux, la mise en place de marchés obligataires internationaux en Chine, donc plus de liberté, et les Chinois ne sont pas réputés pour avoir créé de la liberté. Et les capitaux internationaux, quand c'est pour aller, on n'est pas siphonné, quoi. Les gens ils sont pas siphonnés, ils vont pas foutre leur fric en Chine. Voilà, parce qu'il y a des problèmes aux États-Unis. Donc en fait, on se retrouve actuellement dans une situation où il n'y a pas de solution en Chine, il n'y a pas de solution au Japon, il n'y a pas de solution en Europe, il n'y a pas de solution aux États-Unis. Alors il reste des petits pays, Suisse, dollars de Singapour, Thaïlande, et voilà, des monnaies secondaires. Mais il n'y a pas de marché de capitaux dans ces pays-là. Hein. Vous regardez la bourse de Suisse, il y a 30 valeurs qui se battent là comme ça. La bourse de Singapour et la bourse thaïlandaise, enfin, je veux dire, à aucun moment ces pays ont l'infrastructure pour accueillir des capitaux. On l'a bien vu d'ailleurs avec l'or et le Nasdaq. Il y a un peu de fric comme ça qui a quitté le marché obligataire et immédiatement l'or et le Nasdaq ont pris 50% de hausse. Le marché obligataire, c'est 250 000 milliards de dollars. Je rappelle, le marché de l'or, c'est 7%, c'est 7 000 milliards, c'est-à-dire 3% à peu près du marché obligataire en termes de surface de capitaux. Donc on voit bien que d'un côté, il y a une masse de capitaux monstrueuse dans les marchés obligataires. Alors, on ne parle même pas en train de parler d'hedge funds, des fonds souverains ou de l'argent de la drogue. On est en train de parler d'une masse de capitaux phénoménale. C'est l'argent des assureurs, l'argent des retraites. C'est un truc c'est gigantissime. Donc où est-ce que ces capitaux vont aller? C'est toute la question en fait. Il n'y a pas trop de solutions. Ça va
Bah, d'une manière ou d'une autre, le problème est extrêmement complexe, encore une fois, à résoudre. Donc moi, quitte à survivre, autant survivre bien, quoi. Donc je réfléchis là-dessus pendant 8 mois, donc j'ai absolument rien à vous vendre, j'ai absolument rien à conseiller ou à dire ce que je fais, parce que pour l'instant je fais rien, parce que pour l'instant j'ai pas tout assemblé. Donc je vous donne ma stratégie sur les taux, parce que celle-là elle est immédiate. Par contre, sur les actions, je n'ai pas encore finalisé, mais je compte me finaliser ça dans le mois qui vient. On est dans une correction en cours et je compte rentrer là bientôt. Tous mes actifs que j'ai vendus du Costa Rica, je compte les rentrer justement sur les marchés en fonction de cette problématique d'inflation horizon 10 ans. Encore une fois, je suis en train de parler d'inflation, d'investissement long terme patrimonial. On est venu me chauffer là, sur le dollar. Je question à branler le dollar. J'ai acheté à 1,60, j'ai vendu à 1,60, à 50 euros. On tombe à 1,10, on remonte à 1,18. Ah là, t'as tort, t'es en train de perdre et tout. J'en ai à foutre entre 1,10 et 1,18 sur un trade qui dure depuis 10 ans, alors que ça remonte sur 3 mois parce qu'il y a un Covid, un délire international. À un moment, il ne faut pas confondre les opérations de trading court terme avec des approches patrimoniales. Quand vous achetez une maison, vous ne prenez pas la tête au bout de 3 mois parce que la maison, il y a le ministre de machin qui a dit que, et le bien il a fait moins 10 ou plus 10. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut resituer les débats. Donc là, on est vraiment en train de parler d'investir son patrimoine à horizon de 10 ans. Donc une fois qu'on a pris les positions, c'est un peu comme Loïc sur l'or, le pétrole, c'est des positions long terme, on ne change pas demain, quoi. On regarde une fois par mois, et puis au bout de 2, 3, 5 ans, 10 ans, on se dit qu'est-ce qui se passe. En l'occurrence, ça remonte un peu, ça descend un peu quand on a un stock de plus-value comme le mien, je ne sais pas combien c'est de 300 000 dollars de plus-value. Alors ouais, je descends à 250 000 dollars et ça se trouve dans un mois, là, l'or est en train de baisser, ça se trouve le dollar va remonter, dans un mois, je serai revenu au point de départ il y a 6 mois dans les vidéos. Et là, c'est censé être la cata et je raconte des conneries, je suis pas crié. Enfin, il y a un moment, il faut resituer, faut garder la vision d'ensemble d'un patrimoine et de regarder les temporalités en fait adéquates. Parce que non, ouais, c'est sûr que je regarde pas le dollar tous les mois. Je regarde pas l'euro-dollar tous les jours, ça c'est sûr. Même pas une fois par semaine, je regarde quelques fois dans le mois, c'est tout. Et puis quand on est à 18, quand on remonte comme ça, bah, j'ai mis 100 000 de plus, voilà. Donc ça se trouve, qui sait, dans un mois on sera à 10 à nouveau, j'aurais pris 10 000. 10 000, la France entière gagne 1600 euros par mois, je crois, la moitié de la France. Donc 10 000, c'est la moitié d'un salaire annuel d'un Français. Moi j'aurais fait quoi? J'aurais juste continué dans ma logique patrimoniale, que l'euro de toute façon est mort, ils ont 2 ans, il y a un problème politique et que il n'y a pas de marché obligataire. Il y a, enfin, de mon opinion, de meilleur d'une autre, tôt ou tard, ça va sauter cette histoire où ça va s'ajuster. Et le dollar ne s'ajustera pas de la même manière et servira de monnaie refuge. Alors, on peut discuter sans s'étendre pour savoir si on peut enculer les mouches, hein, ça va être dur, mais on peut quand même y aller pour savoir si oui, si non, si machin, si truc. Mais enfin, pour l'instant, d'une manière ou d'une autre, on va à peu près toujours dans la même direction. Dès qu'il y a une alcalmie, le dollar va reprendre son droit. Il y a des, le dollar a pris une tête année dans la tête parce qu'il y a eu 2000 milliards de foutus sur la table pour le Covid, donc ok, dilution du dollar, blablabla. Sauf que depuis 3 mois maintenant, on voit que la Fed a repris déjà 500 milliards de dollars, donc on était censé être inondé, rentrer dans une économie socialiste, comme ils font en Europe dans votre dos là. Et puis finalement, ça n'a pas eu lieu. La Fed a retiré, retiré, retiré. Donc là, on est en train d'assécher. Donc à mon avis, le dollar comme ça a asséché à coût de 500 milliards sur quelques mois. Je ne suis pas bien sûr que le dollar va continuer sa chute, surtout contre euro. Peut-être bien que tout ça, ça va se remettre en place dans le sens du trend long terme, ce qui serait plutôt logique. Et donc, jusqu'à présent, j'ai eu peur. Je me suis posé de sérieuses questions. Je ne vais pas vous mentir. 2000 milliards, la masse monétaire, c'est quand même un paramètre super important pour les monnaies. Je me dis, merde, est-ce la fin? Est-ce la fin? Où est-ce que je vais? Fait chier, zut. Et puis finalement, non, on a vu derrière le comportement de la Fed, donc je suis plutôt rassuré à ce stade. Et puis surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on investit une devise, la finalité, c'est pas la devise dans laquelle on met son patrimoine. La finalité, c'est ce qu'on fait après de son patrimoine, qu'est-ce qu'on a comme outil d'investissement derrière. Donc quand on va en Europe, en zone euro, c'est pratique parce qu'il y a quand même des vastes marchés avec l'Allemagne, la France, etc. On peut faire de l'immobilier. Quand on va aux États-Unis, c'est le paradis parce qu'il y a 10 000 actions, il y a tous les secteurs, il y a tout ce qu'on veut, c'est le paradise. On peut faire de l'immobilier aussi au Texas, voilà. Il y a HSBC qui prête pour les étrangers des loans à 3,50 sur 20 ans, donc on peut s'en servir un investissement immobilier. Voilà. Quand on regarde sur la Suisse, ok, c'est la monnaie qui est bien meilleure que le dollar, hein, et bien meilleure que l'euro, donc surcotée en termes de pouvoir d'achat. Donc quiconque gagne des francs suisses aujourd'hui, c'est de la balle.
qu'est-ce qu'on branle, putain, on va acheter Nestlé, ouais, ok, et derrière, ouais, on va acheter une pharma, et puis c'est tout, quoi. Enfin, on va pas mettre. Le souci, c'est que derrière, pour faire. En plus, l'immobilier suisse est contrôlé, donc après, la finalité, c'est pas la devise, la finalité, c'est quand même de pouvoir derrière bouger sa devise de base, bouger vers des assets pour obtenir du rendement. Puisqu'il n'y a plus aucun rendement obligataire nulle part dans le monde, donc il y a un moment, on ne peut pas enlever ce paramètre-là de l'équation également. Donc, c'est un deal après. C'est-à-dire, effectivement, le dollar, c'est pas la meilleure devise au monde. Probablement que, d'ailleurs, on l'a vu, le baht thaïlandais est meilleur que le dollar. Le franc suisse est meilleur que le dollar à long terme, ok. Mais au final, combien on gagne en Thaïlande, combien on gagne en franc suisse, en Suisse, avec des placements, en termes de risque et tout, par rapport à combien on peut faire aux US, par exemple. Donc, tout ça, c'est des arbitrages. Je sais pas, il faut se détendre un peu la couille, parce qu'il y en a, ils sont chauds bouillants. Ils sont chauds bouillants sur le dollar, l'euro, le machin. Enfin, c'est pas ça, il faut pas se tromper de débat, quoi. Par contre, le seul débat, c'est est-ce qu'on va faire un reset monétaire en Europe? Ça c'est un vrai débat, ça, par contre. Donc, est-ce qu'un reset monétaire en Europe, la question, c'est est-ce qu'un reset monétaire en Europe va impacter supérieurement au placement qu'on pourrait faire en zone euro? Et la réponse c'est oui. Alors que des problèmes monétaires, des problèmes de masse monétaire, voilà, avec le Covid aux États-Unis, est-ce que ça va impacter les placements américains? La réponse c'est non. C'est-à-dire que pour l'instant, les variations du dollar n'ont pas été assez fortes pour enlever l'intérêt des placements aux US. Alors que l'euro, je continue d'avoir un sérieux doute, je continue d'affirmer. Peut-être que je vais me tromper, hein, mais je continue d'affirmer à raison de 2 ans que c'est du suicide. Il faudra au moins virer son patrimoine de moitié de la zone euro parce qu'on sait pas. Là, pour le coup, ça peut être chaud et l'impact monétaire pourrait être très très largement supérieur à n'importe quel placement immobilier, or, action, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça peut vous faire réfléchir. En tous les cas, je vous donne le lien si vous voulez rejoindre ce programme. La réflexion, c'est ça, c'est où mettre son argent, quelle devise, comment être sûr de conserver la valeur du pouvoir d'achat de son argent en fait à horizon dans la prochaine décennie. La solution, qui est une solution complexe, donc je vous décris pour l'instant la solution que je suis en train de chercher, que je n'ai pas encore abouti pleinement, je ne suis pas satisfait pour l'instant, mais là j'ai le couteau sous la gorge et donc je suis en train de bouger, il faut que sous 1 mois et demi ça soit prêt, même avant les élections américaines honnêtement, donc j'ai 4 semaines à mon avis pour finir les travaux. Le lien est sous la vidéo et donc c'est juste un email, je ne vais pas vous envoyer de cadeau, je ne vais pas vous envoyer de pub, rien. Je suis même pas certain à ce stade que je vendrai quelque chose. Voilà, donc c'est safe. Je vous dis à bientôt.